Facebook, TikTok, Instagram ou encore YouTube peuvent être des atouts pour se faire connaître, pour faire connaître nos créations ou encore pour faire connaître notre métier. Mais ils peuvent également devenir tout l'inverse, devenir très néfastes et néfastes très rapidement. On l'a souvent vu dans les cas de disputes sur TikTok, avec des mini-vidéos de 30 secondes ou de 1 minute, on peut facilement et très rapidement ruiner la réputation de quelqu'un. C'est très facile aujourd'hui, encore en 2023, c'est quelque chose que les jeunes ont tendance à utiliser, les réseaux sociaux, pour battre quelqu'un, pour intimider quelqu'un, pour harceler quelqu'un et même pour détruire quelqu'un. On l'a déjà vu dans le cas de plusieurs autres adolescents, mais aujourd'hui, on va s'attarder au cas du meurtre de Seth Jackson qui s'est produit il y a quelques années et qui, selon moi, Facebook est vraiment, réellement au cœur de toute cette dispute-là qu'il y a eu entre plusieurs amis. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou, sur vos genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le meurtre d'aujourd'hui. Donc en 2010, on retourne il y a 13 ans maintenant à Bellevue, en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Pour faire changement, pourquoi pas? On a la famille Jackson qui y réside. C'est une petite ville très rurale où il y a à peine 4000 habitants. C'est très tranquille. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de crime en particulier. C'est très joli, c'est parfait pour élever des enfants. Et justement, la famille Jackson y réside depuis la naissance des enfants Jackson. Donc dans cette famille, on a les parents, on a Seth Jackson, et Seth Jackson, lui, il a 2 frères. Seth Jackson, 15 ans, c'est un Américain typique adolescent, comme on voit dans les films. Il est très beau, c'est un grand jeune homme qui est attiré par le sport. Il a des belles notes à l'école, il a tout pour réussir dans la vie. Il a un sourire super charmant, il est charmeur, il est très mignon et beaucoup de filles lui courent après. De l'autre côté, on a également la famille Wright qui réside à Bellevue, en Floride. On a dans cette famille Amber Wright qui a le même âge que Seth, donc 15 ans. Amber Wright, c'est la demi-sœur d'un des meilleurs amis de Seth Jackson, Kyle Hooper. Et jusque-là, Seth Jackson et Amber Wright se sont déjà rencontrés, mais sans plus, sans moins. Ils se connaissent de vue, mais vraiment, il n'y avait rien eu jusqu'en décembre 2010. En décembre 2010, les deux, donc Seth et Amber, se rencontrent par hasard et soudainement, ça clique entre les deux. Ils vont donc se mettre à se fréquenter et une relation va devenir de plus en plus tumultueuse entre ces deux-là. Ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre, on le voit par les photos et on se rappelle les nôtres à la même époque, c'était aussi mignon que ça, un beau selfie dans le miroir. Et vraiment, tout va bien dans le couple, mais ce n'est pas réellement ce que le couple veut nous démontrer. En effet, le couple Wright et Jackson n'est pas vraiment à la Roméo et Juliette ou encore à Jack et Rose dans le Titanic. Non, c'est pas aussi cute qu'il y paraît. Non, moi je dirais plus que ce genre d'amour-là, ça ressemble à les amours qu'on a à l'adolescence, à The Notebook. Drogue, sexe, alcool, cocaïne, tromperie, vraiment dans ce couple, quand on y entre et quand on fait les bonnes recherches, il s'en passe des choses. En effet, à ce qu'on voyait, à ce que les amis voyaient, ça ressemblait à un couple idéal. Le bel adolescent avec la belle adolescente, pourquoi pas, c'est un match parfait. Et pourtant, lorsqu'on fouille dans leur couple et lorsqu'on fouille dans leur relation plus personnelle, plus intime, on se rend compte que les deux étaient toxiques pour les deux. Donc Amber était très toxique pour Jackson et Jackson était très toxique pour Wright. Et on va le voir au fur et à mesure de la vidéo, vous le savez.
ça ne s'est pas très bien terminé pour le couple. En effet, lorsqu'on va interviewer les amis du couple, ben oui, ils étaient très mignons ensemble, ils prenaient de belles photos, hein, mais plus ça avançait dans les semaines et plus les deux se sont mis à vouloir manipuler l'un et l'autre avec des tromperies, des infidélités, des mensonges. Facebook a vraiment joué un rôle très important pour moi dans cette affaire parce que c'est vraiment là, selon moi, là, que tout a vraiment commencé. En effet, on est encore dans le couple Wright et Jackson et ils font exprès l'un l'autre de se rendre jaloux. Donc Amber va voir d'autres personnes devant Seth et Seth va voir d'autres personnes devant Amber. Et là, des disputes vont commencer à émerger de plus en plus le couple. Et on le sait, hein, lorsqu'il y a un très gros bagage émotionnel et un très gros bagage passé, c'est très dur de passer par-dessus, c'est très dur de pardonner. Et je crois que dans ce cas-là, on s'entend qu'on a deux adolescents de 15 ans qui sont ni matures, ni responsables, ni respectueux l'un envers l'autre. Alors là, dans le couple, tout se met à très mal aller. On va dire vers le mois de mars 2011. En mars 2011, c'est vraiment l'anarchie, c'est le chaos total dans le couple. Et finalement, le couple Seth et Amber finissent par se séparer. On pense que c'est une très bonne idée, hein? En fait, vraiment, c'est très toxique et ils se séparent. Ça ne prendra pas grand temps, par contre, avant que Amber se retrouve un autre copain, et je dirais même quelques jours. Et dans quelques jours, eh bien, elle se retrouve à déjà fréquenter un garçon âgé de 3 ans de plus qu'elle. Il a 18 ans, il s'appelle Michael Bargo. Michael Bargo n'est pas reconnu au service de police. Donc, il est vraiment très calme. Il y a vraiment, avant cet incident-là, avant cette grosse affaire-là qui va prendre toute la place dans les médias, on n'a pas entendu parler de lui. À ce qu'on dit, tout était bien correct. Évidemment qu'il y avait quelques petites failles dans son comportement, dans sa personnalité, mais ça, on va le voir au fur et à mesure là, de la vidéo, et notamment lorsque je vais parler du procès. Donc maintenant, Amber et Michael sortent ensemble et Jackson, donc Seth Jackson, lui, il continue sa vie, hein? Il voit ses amis, il s'amuse, mais il y a peut-être une certaine jalousie qui va se créer au fur et à mesure entre Seth et Michael. En effet, Amber, elle a déjà un copain après seulement quelques jours de leur rupture et on peut prétendre que ça fait de la peine à Seth que Seth ne se sent pas bien dans cette histoire-là. Et Seth va utiliser les réseaux sociaux, notamment Facebook. Il va souvent faire des publications de comment il se sent. Hein, on l'a tous déjà fait, adolescent ou même adulte. On va publier, on va commenter ce qu'on ressent, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, c'est vraiment un genre de journal intime Facebook, n'est-ce pas? Et Seth, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commenter ce qu'il ressent au sujet de Amber et de Michael. Et en effet, ce n'est pas des sentiments très positifs, c'est des sentiments un peu négatifs. Et dans les posts qu'il va faire au fur et à mesure des semaines, les posts ne seront pas positifs pour Amber. Non. Malheureusement, Seth et Amber vont commencer graduellement à s'insulter, à se manquer de respect, alors que quelques semaines auparavant, c'était l'amour fou, hein? On se rappelle les belles photos qu'il prenait, c'était l'homme de sa vie, c'était la femme de sa vie. Soudainement, tout a changé. Et là, ils s'insultent sur les réseaux sociaux, leurs amis le voient. Les amis de Seth Jackson prennent pour Seth Jackson et les amis de Amber Wright prennent pour Amber Wright. Hein? Mais là, c'est encore pire lorsque Seth Jackson découvre que Amber Wright a déjà un copain et qu'en plus de ça, c'est Michael Bargo. En effet, Michael Bargo n'était pas reconnu sur les services de police, mais il était reconnu,
à Bellevue. Hein. Bellevue, il n'y a pas beaucoup d'habitants, on est quand même 4000 et Michael a déjà été au lycée de Bellevue. Donc, tout le monde le connaît légèrement. Et les amis de Seth vont dire à Seth que, moi je l'aime pas, Michael, je l'ai jamais aimé, il a un comportement et une personnalité très bizarre, il est très colérique, il peut vite tomber d'une émotion à une autre. Et là, je crois que la plus grosse chose qui va vraiment donner le coup d'envoi à ce crime-là, c'est lorsque Seth va insulter Amber sur les réseaux sociaux. Et là, Amber va en profiter. En effet, ça fait déjà quelques jours qu'elle est avec Michael Bargo, ils sont toujours ensemble. Et elle va dire à Michael que Seth, pendant leur relation amoureuse, il a été très très violent avec elle. Donc violent physiquement, c'était une fille qui était frappée à la moindre insulte. Et Michael, évidemment qu'il va croire Amber puisque c'est sa copine et bon, pourquoi elle irait inventer ça? Et là, en effet, on comprend pourquoi Michael a cru immédiatement Amber parce que Amber va montrer à Michael les publications que Seth fait sur son Facebook. Et c'est assez perturbant, ces messages-là. C'est une salope. Bon, il va la traiter de non, en effet. Et là, c'est facile pour Michael de croire Amber. Donc, elle en a tout simplement profité. Ça, c'est une première démonstration de manipulation, peut-être. Et Michael, tranquillement, il va se mettre lui aussi à détester Seth. Parce que, selon lui, il n'a pas à dénigrer sa copine, donc Amber, à ce point-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer entre Kyle Hooper, donc l'un des meilleurs amis de Seth Jackson, et Seth Jackson? En effet, Kyle Hooper est un des meilleurs amis de Seth, mais c'est également le demi-frère de Amber. Eh bien, après la rupture entre Seth et Amber, Kyle ne parlera plus à Seth. Donc, c'est surtout également suite à ce que Amber avait dit, que Seth était violent pendant leur relation. Elle ne l'a pas seulement dit à Michael, mais elle l'a dit à plusieurs personnes, et notamment Kyle Hooper, son demi-frère. Donc là, tranquillement, au fur et à mesure des semaines, on voit que Amber est en train de monter tout le monde contre Seth Jackson. Et là, plus ça va avancer, et plus tout le monde, ou à peu près, va avoir des raisons de détester Seth. On a maintenant Charlie Haley qui possède une maison mobile, donc c'est la locataire d'une maison mobile qui est située pas très loin de chez Amber et de chez Kyle Hooper. Et Charlie Haley, dans sa maison, elle a des chambres en trop, donc elle en loue une à Michael Bargo et une à Justin Soto qui, lui, a 20 ans. Donc, dans la maison mobile, il y a Justin Soto, 20 ans, il y a Charlie Haley, 18 ans, et il y a Michael Bargo, 18 ans, qui réside. Amber Wright va souvent aller chez Charlie Haley, puisque Michael Bargo, son conjoint, son copain, y habite, et Kyle Hooper va aussi y aller souvent parce que Michael Bargo, c'est un des amis à Kyle, et il va suivre sa demi-sœur. Et là, il y a une petite clique qui va se former tranquillement avec Justin, Charlie, Amber, Michael et Kyle. Donc 5 adolescents ou jeunes adultes qui vont souvent faire des parties ensemble, qui vont souvent passer des soirées ensemble, qui vont jaser, parler, prendre de la drogue, prendre de l'alcool ensemble. Dans une maison mobile qui est louée par une jeune adulte, une fille qui sort de l'adolescence. Donc, c'est parfait, c'est super cool, avoir une amie qui est plus grande, plus vieille que soi et qui loue son propre appartement. C'est génial et on en profite à ce moment-là. À un moment, durant les quelques semaines, entre mars et avril, Kyle Hooper va se rendre chez une fille qui s'appelle Alyssa. C'était une fille qu'il fréquentait depuis peu. Et à ce qu'il raconte plus tard à l'enquêtrice, eh bien, il aurait vu Seth Jackson en train de se préparer à coucher avec Alyssa. Donc, il serait rentré dans la chambre d'Alyssa et il aurait surpris les deux personnes ensemble. À partir de là, ce serait ce point-là qui fait que Kyle va encore plus détester Seth Jackson, notamment le premier point parce qu'il frappait Amber pendant leur relation. Et maintenant, le deuxième point, c'est que il couche ou il s'apprêtait à coucher avec Alyssa, sachant que c'était Kyle, c'était lui qui fréquentait Alyssa.
On se trouve maintenant à la fin avril 2011. Les 5 adolescents se trouvent chez Charlie et Lee. Ils boivent une bière autour d'un feu et ils en ont bu plusieurs bières. Hein. Ils ne sont pas toutes là, mais ils ne sont pas sous non plus au point de se coucher à terre. Et là, ils jasent ensemble, ils parlent et tranquillement, le sujet de conversation va venir sur Seth Jackson. En effet, c'est un sujet de conversation qui était très populaire à cette époque-là. Tout le monde en parlait dans la petite clique. Et Michael Bargo va sortir comme en blague « Et si on le tuait? » En effet, on a tous une raison de tuer Seth Jackson. Personne ici ne l'aime. Pourquoi pas le tuer? Et là, les amis vont tous commencer à parler un peu, peut-être en blague, peut-être certains avaient des idées derrière la tête, mais de comment on pourrait pas assassiner Seth Jackson. Et on est encore sur le bord du feu, on jase, et là, il faut se créer un plan de meurtre. Pourquoi pas commencer à l'écrire tout de suite? Et là, comment on va faire pour attirer Seth? En premier, où est-ce qu'on doit le tuer? Et bien là, on va proposer la maison de Charlie et Lee, la maison mobile. Elle est quand même assez éloignée, elle n'est pas sur un chemin qui est souvent emprunté. Il y a un bois, il y a le feu à côté, il y a pas mal de choses qu'on peut se servir pour assassiner un jeune homme. Donc on va proposer la maison de Charlie et Lee. Parfait, on a maintenant la scène de crime. Ensuite, comment on va attirer Seth Jackson dans la maison de Charlie et Lee? Et bien, c'est à ce moment-là qu'on va se servir de Amber Wright. Elle va se proposer pour écrire à Seth Jackson et essayer de le convaincre qu'elle veut revenir avec lui, qu'ils ont besoin de régler leurs problèmes. Et là, voilà. Donc maintenant, on a la scène de crime et on a la raison du pourquoi on doit emmener Seth Jackson. Maintenant, il reste à savoir qui va assassiner le jeune homme. Ben là, on va avoir Kyle Hooper, on va avoir Justin Soto et on va avoir Michael Bargo qui vont se proposer. Mais on est cette soirée-là où c'est une ambiance assez festive, on a bu, il fait chaud, tout va bien, on a le feu, on mange, on a du fun. C'est sûrement une blague, c'est pas vrai, ça arrivera pas. De la fin mars jusqu'au 17 avril, les adolescents vont tranquillement tous se mettre dans la tête qu'il faut assassiner Seth Jackson. Donc le plan va vraiment se mettre en branle et ce qui va vraiment les aider, c'est la personnalité et le comportement de Michael Bargo. En effet, lors des interviews, dans des entrevues là, au poste de police avec chacun des adolescents, avec les entrevues que certains ont eu là, avec des journalistes, on va se rendre compte que Michael Bargo dégageait quelque chose qui était assez positif, bon, négatif, mais positif pour les jeunes, pour ces jeunes-là. Michael Bargo était vraiment considéré comme la tête pensante, le meneur du groupe. C'est lui qui rassemblait le groupe ensemble. C'est lui qui a commencé à parler du plan et qui a tranquillement invité ces jeunes-là à entrer dans son plan. Donc, on pourrait dire que c'était lui le gourou de la secte, comme on peut dire. Là. Vous voyez un peu la ressemblance? C'est à peu près ça. Michael Bargo, c'était lui qui décidait, c'était lui qui commandait, et tout le monde était vraiment in love avec lui. C'était... les gens avaient des yeux dans les étoiles lorsqu'il était là, lorsqu'il parlait, parce qu'il avait une aisance pour parler, pour s'exprimer, et il était tellement nonchalant, il était tellement tranquille, il était patient, il était pas de stress, tout va bien. Et moi, j'ai regardé des entrevues, et j'ai regardé aussi le procès de Michael Bargo, et en effet, tout le long qu'il parle à la barre, il est vraiment très tranquille, là, comment il est assis, il est effoiré, il est évaché, comme on dit, et il n'y a pas de stress, lui, il raconte ce qui se passe. Et Michael Bargo, c'était quelqu'un qui, selon moi, là, et selon ce qu'on voit, là, vous pouvez vous aussi aller le voir, là, c'était quelqu'un qui aimait vraiment qu'on l'écoute. Il aimait vraiment avoir un auditoire, avoir une salle de spectacle. Il aimait se donner en spectacle, il aimait parler, il aimait qu'on l'écoute. C'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup besoin d'attention. Et en plus de ça, il faut se le dire, là, Amber, elle a 15 ans, Kyle Hooper a 16 ans, Justin Soto, il a 18 ans, et Charlie et Lee a 18 ans. Bon, Michael était comme dans l'un des plus vieux et c'est quand même assez facile là, de manipuler des adolescents et d'entraîner des adolescents. Donc, Michael est vraiment considéré comme la tête pensante là, du groupe avec Amber Wright, évidemment. Là.
On est le 17 avril 2011, alors que tous les adolescents se trouvent dans la maison de Charlie et Lee. Donc on a Justin Soto, 20 ans, Charlie et Lee, 18 ans, on a Michael Bargo, 18 ans, on a Amber Wright qui a 15 ans et on a Kyle Hooper, son demi-frère, qui a 16 ans. Ils se trouvent tous dans la maison. Ils sont assis dans la cuisine et tous se regardent. Maintenant, ils sont prêts. Le plan est déjà tout écrit, tout inscrit. Ils savent quoi faire. Il y a une liste de choses à ne pas oublier, une liste de choses à faire. Maintenant, Amber texte à Seth Jackson qui est chez l'un de ses amis. Elle lui dit j'ai vraiment besoin de te parler et on ne peut pas parler sur le téléphone. Il faut vraiment que tu viennes me voir chez Charlie. J'aimerais vraiment qu'on se remette ensemble, mais on a des choses à régler avant. Et là, Seth de lui répondre j'espère que tu ne me niaises pas et que c'est vrai parce que si tu me niaises, plus jamais on va se reparler. Et là, elle réussit à le convaincre en lui disant non, je ne te niaise pas, je suis vraiment sérieuse, mais j'ai besoin qu'on se voit. Donc, Seth Jackson va se mettre en route en marchant jusque chez la maison de Charlie et Lee. Et en chemin, il va rencontrer Amber Wright et Charlie et Lee qui vont l'accompagner dans la maison. Ils vont s'arrêter sur le port de la porte et Charlie et Lee et Amber vont entrer dans la maison les premières. Elles vont se diriger vers la chambre de Charlie. Puis par la suite, on a Seth Jackson qui va entrer dans la maison. Il va recevoir un énorme coup de batte de baseball derrière la tête. Il s'effondre sur le sol et lorsqu'il se retourne, eh bien, il voit qu'il y a Kyle Hooper qui est là devant lui en train de brandir une batte de baseball devant ses yeux. Pendant ce temps-là, on a Michael Bargo qui sort de sa chambre à coucher avec un calibre 22, le pointe sur le corps de Seth Jackson et lui tire dessus. Pendant ce temps-là, on ne sait comment il a trouvé cette force miraculeuse-là, mais Seth Jackson va ramper jusqu'à la porte, il va être capable de se relever et va courir pour essayer de s'enfuir. Malheureusement, on a Justin Soto qui court derrière Seth et finit par le rattraper. Il va donc le prendre par la gorge, comme ça, avec l'intérieur de son coude pour l'étrangler, pour le maintenir. Michael Bargo va donc sortir de la maison, venir rejoindre Justin Soto et Seth Jackson et va encore tirer sur le jeune. Après avoir tiré une balle dans la tête de Seth Jackson, Justin Soto et Michael Bargo vont donc prendre le corps de Seth et vont rentrer dans la maison pour aller le déposer dans la baignoire de la salle de bain. Pendant ce temps-là, Charlie et Lee et Amber Wright sont enfermés dans la chambre de Charlie. Pendant ce temps-là, on a Justin et Kyle qui vont aller dehors préparer le feu, donc pour allumer le feu. Ils vont prendre du bois, des papiers journaux, de l'essence et tout pour faire un feu. Alors là, on a Michael Bargo qui est dans la salle de bain avec le corps de Seth Jackson qui ne bouge pas devant lui. Et Michael va décider de se mettre à le tabasser. Donc il va frapper le corps de Seth Jackson plusieurs fois. Et par la suite, il va le ruer de balles. Avec le médecin légiste, on a pu déterminer que Seth Jackson, au moment où il avait reçu une balle dans le corps, une balle dans la tête et avait été frappé derrière la tête, était encore en vie. C'est vraiment au moment où Michael Bargo a vidé son calibre 22 dans la baignoire que Seth a perdu la vie. Michael veut prendre le corps de Seth Jackson pour aller le mettre dans le feu. Il ne sait pas comment, il avait prévu un sac de couchage, donc il avait prévu entrer le corps de Seth dans un sac de couchage. Donc le corps va entrer dans ce qu'on appelle le cycle de décomposition, donc la rigidité cadavérique va embarquer quand même assez vite. Et là, Michael Bargo, il n'est pas capable de prendre le corps et de le mettre dans le sac de couchage. Et ça, c'était quelque chose, on dirait qu'il avait pensé d'avance, avec une aisance et une imagination là, très très furtile. Là, il va décider de casser les rotules des genoux de Seth Jackson pour pouvoir être capable de plier le corps et pour pouvoir le mettre dans le sac de couchage. Donc, il va faire cet acte horrible-là. Il va mettre le corps du jeune homme dans un sac de couchage. Avec l'aide de Kyle ou de Justin, ils vont emmener le corps de Seth dehors pour pouvoir le mettre dans le feu.
Juste avant de mettre le corps de Seth Jackson, âgé de 15 ans, dans le feu, Michael Burgo va lui arracher toutes les dents pour ne pas que les enquêteurs, les médecins légistes soient capables de reconnaître le corps et d'être capables de l'identifier. On sait que par la suite, le corps de Seth Jackson brûlera donc toute la nuit jusqu'au petit matin. Au petit matin, Michael Burgo va trouver 3 gros pots de peinture vides que Charlie et Lee avaient gardés suite aux rénovations de sa maison. Et il va mettre le corps de Seth Jackson dans les 3 pots de peinture. Et il va également mettre des morceaux de béton là, dans chacun des pots de peinture. Ensuite, il va prendre la camionnette de Charlie et Lee, y mettre les 3 seaux de peinture et il va décider de conduire jusqu'à la carrière de pierre à Ocala, qui est située pas très loin. Il y a une petite rivière là également et il va jeter les 3 pots de peinture dans cette rivière-là. Pendant ce temps-là, on sait que Kyle, Charlie et Amber feront le ménage entier de la maison de Charlie et le feront vraiment mal puisque les enquêteurs vont être capables de les relier au meurtre. Donc maintenant, on est le 18 avril, hein, on est le lendemain. Bon, tout ça s'est passé. Kyle Hooper et Amber Wright retournent chez eux comme si de rien n'était. Et Amber monte à sa chambre. Kyle Hooper va s'asseoir au salon, il va allumer la télévision. Lorsqu'il allume la télévision, il va immédiatement tomber sur une alerte de disparition. En effet, le jeune Seth Jackson, âgé de 15 ans, il est recherché, il n'a pas été vu depuis la veille, soit le 17 avril, vers 21h15. 21h15, ce serait donc la dernière fois là, que sa mère aurait eu de ses nouvelles, ce qui n'est pas du tout dans son habitude, et ça, elle va le mentionner hein, lorsqu'elle va aller voir le poste de police là, pour signaler la disparition de son fils. C'était très inhabituel hein, dans son cas que Seth ne donne pas de nouvelles à ses parents, qu'il n'appelle pas, mais surtout qu'il n'entre pas dormir à la maison. Donc, après autant de temps, là, presque 24 heures sans nouvelles du jeune homme, on est en après-midi quand même, elle a décidé de signaler sa disparition. Et là, on est le 18 avril, Kyle Hooper tombe sur cette annonce-là là, à la télévision. Visiblement, il se sent très mal, hein, le jeune homme. Il se sent tellement mal que sa propre mère, donc la mère de Kyle et de Amber, se rend compte que Kyle n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe et c'est là qu'elle va s'asseoir sur le sofa près de lui et lui demande ce qui se passe. Et là, Kyle va lui dire que, il connaît Seth Jackson, hein, c'est un de ses meilleurs amis, et qu'en plus, il sait où est-ce qu'il est et il sait qui l'a tué. Donc là, ça va sonner une cloche dans les oreilles de sa mère et elle va décider d'emmener ses 2 enfants au poste de police pour aider à l'enquête. Et là, lorsqu'ils vont arriver au poste de police, ils vont tomber sur l'enquêtrice Rhonda Stroop qui va prendre en charge hein, l'affaire de la disparition de Seth Jackson là, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et la première personne à être interviewée va être Kyle Hooper puisque c'est lui qui a mentionné qu'il savait où est-ce qu'était Seth Jackson à sa mère. I picking teeth from his skull and playing with his tongue. He's all sick and everything. Punching him and shooting him. And I had to grab him like this to pull him back and I told him to stop. Et il va dire que en effet là, Seth Jackson a été emmené chez Charlie par Amber là, qui l'a convaincu de venir et que par la suite Michael Burgo lui aurait tiré une balle dans la tête et une balle dans le corps et se serait débarrassé du corps par la suite, mais qu'il ne sait pas plus où est le corps par contre. Là, on sait qu'à ce moment-là, hein, Amber aussi est au poste de police. Et ça, ce n'est que les premières interviews, là, c'est pas terminé. Ça, c'est assez court là, comme temps. Là, ensuite, on va avoir Amber Wright qui va rentrer dans la salle d'interrogatoire et qui, elle aussi, va être interrogée. Elle a à peu près la même version que son demi-frère Kyle Hooper. La seule chose qui va changer, c'est qu'elle va dire qu'elle était une spectatrice innocente. Pourquoi? Parce que elle était sous l'emprise de Michael Burgo. Il y avait un calibre 22. C'est stressant. Elle s'est sentie forcée d'écrire à Seth Jackson pour le faire venir là, à la maison de Charlie. Et qu'elle était stressée. Là, elle se disait que si elle n'obéissait pas, c'était elle que Michael allait tuer. Par la suite, Rhonda Stroop va utiliser une des astuces qui est quand même assez populaire au sein des enquêteurs et des services de police, c'est de mettre plusieurs accusés, donc plusieurs
prévenus là, dans une même pièce et de filmer pour voir ben, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils vont se dire, comment va être leur comportement. Et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez aller le voir sur YouTube. Là, je crois qu'il y en a. Il y a des vidéos là, de comment ça se passe là, dans la salle d'interrogatoire entre Charlie, on a Kyle et on a Amber. En effet, Michael Burgo a pris la fuite après le meurtre et Justin Soto aussi après le meurtre. Il est disparu tout simplement. Donc sur 5 prévenus, il nous en reste 3. Et les 3 sont enfermés dans la salle d'interrogatoire et ils vont se parler. Lorsqu'ils se parlent, on voit que Charlie est vraiment stressée parce qu'elle se dit « Lorsque je vais sortir de prison, c'est sûr que mon copain ne va pas m'attendre. » Donc elle, la seule chose qu'elle avait en tête, c'était que son copain ne l'attendrait pas si elle allait en prison. Amber Wright, elle se disait que, mon Dieu, elle allait sortir de prison quand elle aurait 20 ans, ce qui est vieux, j'imagine, selon elle. Là, elle va perdre des années. Ma belle, t'as pas fini? Et on a Kyle Hooper. Kyle Hooper, c'est lui que je trouve qui a un comportement un peu plus intéressant, je dirais. Il essaie de se convaincre et il essaie de convaincre les 2 filles qui n'ont rien fait. Tout simplement. Il va dire que tout est de la faute de Michael Burgo, que c'est lui qui a décidé, que c'est lui qui les a manipulés, c'est lui qui avait l'arme, c'est lui qui a tiré sur Seth Jackson, et eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est lui obéir parce qu'ils avaient peur que Michael les tue avec son arme. Et tranquillement, il va réussir à convaincre les filles, là, ou à peu près, de se déstresser et de faire retomber la pression. On le voit là, dans les archives là, de l'enregistrement de la salle d'interrogatoire. On voit beaucoup dans cette gang-là, dans cette gang de 5-là, qu'il y a beaucoup de manipulation psychologique entre chacun des individus. Et ben, de plus, on sait que le cerveau de l'adolescent est zéro formé. Là, il n'a pas du tout terminé d'atteindre son apogée de maturité. Là, et on voit que ben, à 18-20 ans, on essaie de manipuler les 15-16 ans. Et les 15-16 ans essaient de se manipuler entre eux et de se convaincre de certaines choses. En tout cas, on voit la grande manipulation qu'il y a dans ces 5 personnes-là. Je trouve ça très intéressant tout de même. Là. Et voilà, donc tout ça a été enregistré. Et par la suite, ben, Rhonda Stroup va entrer dans la salle d'interrogatoire et va dire qu'ils sont tous en état d'arrestation pour le meurtre présumé de Seth Jackson et peuvent être condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est là que les filles vont se mettre à paniquer. Une chose aussi que Kyle Hooper a mentionné là, quand ils étaient dans la salle d'interrogatoire pour essayer de calmer un peu les filles, c'est qu'il a dit « Seth Jackson a menacé de brûler ma maison. » Donc, il méritait de mourir. Et ça, c'est vrai, il le dit à 2 ou 3 reprises qu'il méritait de mourir. Et là, Stroup va mentionner qu'ils sont, accusés de meurtre et qu'en plus de ça, ils n'ont même pas besoin de parler, qu'il y a assez de preuves pour les incriminer et il y a tellement des grosses preuves flagrantes qu'ils pourraient même être accusés et condamnés comme des adultes. En parlant de preuves, on a retrouvé l'ADN de Charlie, Michael, Kyle et Amber mélangés au sang de Seth, donc souvent quand ils nettoyaient la maison. On a retrouvé l'ADN de Charlie, de Kyle, Amber et mélangé à l'eau de Javel, lorsqu'ils ont nettoyé la maison. On a retrouvé les restes humains de Seth qui ont été retrouvés dans la caravane de Charlie et Lee. Lorsque Michael va s'évader de la ville, en plus de ça, il va se rendre à Stark, en Floride, là où est-ce que une partie de sa famille habite, et il va se vanter d'avoir assassiné le jeune homme qu'on voit à la télé. Parce qu'en effet, là, Seth Jackson, son visage a passé partout, dans toutes les chaînes locales, dans toutes les chaînes des autres grandes villes, parce qu'on le recherchait jusqu'à ce que Kyle Hooper, l'information se rende au poste de police. Mais à ce moment-là, Michael Burgo va se vanter d'avoir assassiné ce jeune homme-là, de lui avoir cassé les dents et d'avoir donné des détails qui n'étaient même pas mentionnés à la télévision parce que on recherchait à ce moment-là Seth Jackson. On n'était pas en train de dire qu'il était mort. On faisait juste le rechercher puisqu'il avait été porté disparu par sa mère. Il y a des restes humains qui ont été retrouvés dans le foyer, donc dans le feu où le corps de Seth Jackson a brûlé. On a également des munitions, armes du crime qui ont été dissimulées dans la caravane, dans la carrière d'Ocala, donc suite là, aux révélations des jeunes. Les policiers sont allés dans la carrière d'Ocala et ils ont retrouvé les 3 seaux de peinture avec les restes
de corps de Seth Jackson. Donc ça concordait. En plus, ben, on a un aveu et on a un corps. Donc, on a un aveu, on a un corps, on a les coupables. On peut maintenant se transporter ben, au procès. Et là, moi, le seul procès, personnellement, que j'ai regardé, ça a été celui de Michael Bargo. C'est là que je vous ai dit qu'il parlait nonchalamment, qu'il était très patient, très calme, très posé. Il répond aux questions avec beaucoup de détails et il va inclure beaucoup de personnes. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, lorsque on est en procès, on n'a pas le droit de parler contre les autres accusés, comme par exemple dans ce cas-ci, si on est accusé avec d'autres personnes, on ne peut pas parler des autres personnes puisque ce n'est pas eux à ce moment-là qui sont interviewés. Donc, lorsqu'on pose des questions à un accusé, il doit répondre que pour lui. Et là, durant tout le procès, là, Michael Bargo a eu beaucoup de difficultés à ne pas parler des autres, donc à ne pas impliquer les autres dans son acte, donc dans ce qu'il a fait. Parce que, bon, les avocats vont parler du feu de foyer. Et là, Michael dit, oui, moi et Justin, là, automatiquement, il va avoir un arrêt là, de procès. Tu peux pas parler de Justin. C'est juste de toi que tu peux parler. Donc là, il fallait, à chaque fois qu'il recommence sa phrase, parce qu'il y avait de la misère à ne pas inclure les autres. Alors que les questions, ben, étaient portées sur lui et seulement lui. Il a également mentionné dans le procès qu'il ne voulait pas avoir de problème avec Seth Jackson, mais qu'on dirait que Seth Jackson faisait exprès. Donc, en quoi il faisait exprès? Il l'insultait lui et sa copine sur Facebook. Il a couché avec une telle qui fréquentait un tel. Donc là, c'était de plus en plus difficile à suivre, mais c'était à peu près ça. Donc, il parle vraiment, pas vraiment du meurtre en tant que tel, mais plutôt de tout ce qui s'est passé autour du meurtre. On sait qu'en juin 2012, Charlie, Amber, Kyle et Justin ont été accusés de meurtre au premier degré, conspiration de meurtre, recel de cadavres et condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle tout court. En 2020, Charlie Ely a été libérée parce qu'elle a finalement décidé de plaider coupable. Bon, là, j'imagine que vous le savez comment ça fonctionne. On a un premier procès et lorsqu'on fait appel et que cet appel-là, elle est acceptée, on peut repasser en cours et on a le droit, cette fois-ci, de plaider coupable. Ça peut être à une accusation de meurtre comme celle-ci, ça peut être complice de meurtre. Donc, Charlie Ely a décidé de plaider coupable de toutes ces accusations-là. Et lorsqu'elle a eu en 2020 là, son procès, ben, elle avait déjà fait le temps qu'elle aurait fait si elle avait été condamnée la première fois et qu'elle avait plaidé coupable, tout simplement. Donc, elle a été libérée de prison. Et Michael Bargo, lui, a été condamné à la peine de mort, ce qui fait de lui le plus jeune à présent dans le couloir de la mort aux États-Unis. Donc, il avait 18 ans à ce moment-là. Et là, en 2020, en même temps que Charlie et Lee, la Cour suprême a confirmé la peine de mort de Michael Bargo. Donc, c'est sûr que Michael Bargo va mourir en prison. De quelle façon, on ne le sait pas. Va-t-il être mis à mort par injection létale? Va-t-il décéder de maladie ou de meurtre ou de cause naturelle dans le couloir de la mort? Seul l'avenir nous le dira. On sait que dans les dernières années, Amber Wright a participé à la célèbre émission Women's Killers de Piers Morgan et elle a parlé du meurtre évidemment. Et pendant cette émission-là, c'est fou à quel point elle n'a pas changé du tout. Elle semble froide, antipathique, elle n'a aucune émotion, elle est détachée. Et lors de son entrevue avec Piers Morgan, lorsqu'elle raconte les faits, on dirait qu'elle parle de ce qui s'est passé d'une autre personne et non de ce qui s'est passé avec elle. Je sais pas si vous comprenez, comme lorsqu'on raconte une histoire à nos enfants, on est un peu détaché, tu sais, c'est pas arrivé à nous, bon. Ben elle, c'est la même chose. On dirait qu'elle ne parle pas d'elle, mais d'une amie qu'elle a connue qui aurait assassiné son ex-copain, alors que c'est d'elle qu'on parle. Piers Morgan, durant l'entrevue, semble assez traumatisé, outré, hein? Peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres saisons après ça, mais voilà, donc elle a passé à l'émission, si vous voulez la voir, ça se trouve où ça se trouvait sur Netflix. Je ne sais pas pour les autres Netflix, mais pour le Netflix Québec, malheureusement l'émission n'est plus là, la série Women's Killers n'est plus là non plus, donc j'ai essayé de la regarder, de la revoir encore pour voir son corps, son physique, son expression faciale face aux questions.
j'ai pas été capable, donc elle n'est plus disponible. Et là, le 23 mars 2023, Miller contre l'Alabama a gagné. Donc, Miller contre l'Alabama, c'est une affaire de la Cour suprême qui voulait interdire la peine de prison obligatoire pour les crimes graves tels que les meurtres ayant été commis par des mineurs. Attention! Et ben, ils ont gagné, donc dès mars 2023, tous les mineurs ayant commis des crimes graves ne sont pas obligés d'être emprisonnés à vie, peuvent avoir des libérations conditionnelles, peuvent faire appel. Et ce qui fait que par la suite, ben, la Cour suprême a accordé le droit d'appel à Amber Wright, donc elle va pouvoir avoir un nouveau procès quand, je ne sais pas, bon peut-être que là, au moment où vous regardez la vidéo, l'information est sortie, au moment où je la filme, non. Et on sait qu'en 2036, là, la Cour des libérations conditionnelles va pouvoir réviser le dossier de Kyle Hooper, ce qui fait qu'il va pouvoir peut-être obtenir une libération conditionnelle lui aussi. Comme beaucoup le savez, je suis contre la peine de mort. Hein. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je n'embarquerai pas dans ce sujet-là présentement, mais je pense que tout criminel peut quand même être utile pour la société. Peut-être créer, faire de la couture pour les habits militaires, des habits médicaux, bon, tout ça. Bon, par contre, pour cette affaire-là, quand on parle de psychologie, je crois vraiment qu'il y a eu un très gros effet de groupe. Un peu la même chose là, comme dans une secte, là, il y a toujours un gourou, il y a toujours une tête pensante qui va penser, qui va réussir à manipuler les gens, à aller chercher ce que les gens ont besoin. Et je pense vraiment que Michael Burgo et Amber Wright ont été capables de faire ça avec leurs amis. Je pense que Michael Burgo a été capable de faire ça avec Amber Wright, sans même qu'elle s'en soit rendue compte, mais Amber Wright aussi avec Kyle, avec Charlie et avec Justin. C'est vraiment être là au mauvais moment, au mauvais endroit. Si ces 5 personnes-là ne se seraient jamais rencontrées ou n'auraient jamais chillé une soirée ensemble, je crois que ce meurtre-là ne serait jamais arrivé. Et je crois vraiment que Facebook a joué un très grand rôle dans ça, puisqu'il y avait des insultes à n'en plus finir. Facebook a vraiment servi d'arme pour vraiment les insultes, détruire la réputation de quelqu'un. Et j'ai pas vraiment lu sur Amber qu'est-ce qu'elle aurait dit sur Seth Jackson. J'ai vu ce que Seth Jackson a écrit sur Amber. J'ai vu Amber qui commentait les publications de Seth Jackson, ce n'était pas doux non plus, c'était des insultes et bon, à cause de Facebook, ben, on va inventer d'autres choses qui s'ensuivent. Donc ça a vraiment parti, j'ai vraiment l'impression que ça a parti de Facebook et ça a juste dégringolé jusqu'à ce qu'il y ait ce drame-là, le 17 avril là, 2011, alors que Seth Jackson, âgé de seulement 15 ans, là, il avait la vie devant lui, a perdu la vie. En fait, il n'a pas perdu la vie, il se l'est fait voler, tout simplement, par des personnes qui croyaient pouvoir la prendre. Ça, quand on parle d'adolescents, d'enfants, vous le savez, c'est vraiment, c'est horrible, c'est triste, il n'y a même pas de mots, là, c'est fou. Mais lorsqu'on parle d'adolescents qui se font assassiner par leurs propres amis, si vous vous rappelez, j'ai parlé déjà de l'affaire de Cynthia Brown, qui, à l'âge de 16 ans, avait été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Je crois qu'elle est restée une dizaine, quinzaine d'années, peut-être si je me trompe pas. C'est une des premières vidéos de ma chaîne. Si vous voulez la voir, allez-y. C'est une des raisons du pourquoi je crois pas à la peine de mort ou encore à l'emprisonnement à vie en tant que mineur, parce que, justement, le cerveau n'a pas terminé de se développer. Donc, le cerveau a encore la chance de grandir, de maturer, et grâce à l'entourage, à la scolarité, ben pas la scolarité, mais l'apprentissage, l'amour, bon, tout ça, ben je crois qu'il est possible de changer. Donc, je crois que c'est peut-être possible pour ces enfants-là de grandir. Et ben justement, de se racheter peut-être. Alors, on va voir. Pour ce qui est de Seth Jackson, ben encore là, je trouve ça vraiment, vraiment horrible. C'est difficile, ça a été difficile à lire. Les détails, c'est les détails qui sont troublants. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ben c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette affaire criminelle. N'hésitez pas à me commenter là, ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez des peines que ces adolescents-là ont eues. Est-ce que pour vous c'est trop? Est-ce que pour vous c'est assez? Est-ce que vous êtes d'accord du fait qu'un mineur peut avoir une seconde chance, sachant tout ce qu'on sait sur la psychologie et le cerveau aujourd'hui?
J'ai bien hâte de vous lire en commentaire. Alors, sinon, ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, puis on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, ben, prenez grand soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao!